chers téléspectateurs de Wafrica TV, ce à quoi nous avons assisté ces dernières années, comme coup d'État en Afrique particulièrement, a quand même surpris beaucoup de personnes. Au point, on peut se demander si les peuples se reconnaissent dans les constitutions qui les gouvernent, qui les gèrent. Si on considère que la constitution, c'est la loi fondamentale dans un pays. Bonjour, professeur Ngango. Bonjour. Professeur Ngango, nous vous avons invité et nous vous remercions d'avoir accepté vous prêter au jeu de répondre aux questions des téléspectateurs de Wafrica TV sur les coups d'État et le droit constitutionnel. Vous qui êtes spécialiste du droit constitutionnel, nous vous avons invité pour que vous puissiez donner un éclairci à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent et qui souhaitent bien comprendre ce que c'est qu'un coup d'État. Qu'est-ce qu'un coup d'État, prof? Je vous remercie. Donc, je vais avec votre permission. La dernière fois, je crois il y a 10 mois, oui. J'avais, au début de l'émission, souligné la situation de notre aîné, de notre collègue, le professeur Frédéric Joël-Aïvor, qui est toujours en détention aujourd'hui. Donc, je voudrais dire que, une fois encore, la place d'un constitutionnaliste n'est pas en prison. Et je voudrais véritablement appeler à sa libération. Alors, c'est quoi un coup d'État? Un coup d'État, c'est une opération concertée ou non, menée par des militaires, des mercenaires, en vue de renverser l'ordre constitutionnel ou de changer l'ordre gouvernant. Donc, il est vrai que la déclaration de Lomé, n'est-ce pas, au titre des changements anticonstitutionnels de gouvernement, j'allais dire, ajoute un élément qui est le fait de ne pas passer le pouvoir après avoir perdu régulièrement les élections. Donc voilà, de façon laconique, ce qu'on peut dire du coup d'État. Est-ce qu'il y a quels sont les différents types de coups d'État qui existent? Bon, il faut dire que la notion de coup d'État est une notion attrape-tout, mais je préfère, n'est-ce pas, qu'on utilise comme notion globalisante la notion de coup de force ou alors la notion de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Pourquoi? Parce que dans le coup d'État, on range, dans le coup de force, on range le coup d'État. Dans le coup d'État, c'est le fait pour une autorité illégitime de prendre le pouvoir, c'est pas de renverser l'ordre constitutionnel. Alors, le coup d'État se différencie du putsch. Donc le putsch est un coup d'État qui est mené par les militaires. Donc c'est différent également de l'insurrection. Donc l'insurrection, c'est le fait de s'opposer à l'ordre établi. On peut considérer que les mouvements de revendication de l'UPC, fussent-ils légitimes, étaient des insurrections. Donc l'insurrection peut être armée ou non armée. On devrait également différencier de la révolution. Donc la révolution, c'est un changement profond, j'insiste sur le mot profond, oui, de la structure politique, économique, ou alors culturelle. Donc, on a parlé de la révolution industrielle, de la révolution française de 1789, de la révolution russe. Alors, il y a également des printemps arabes qui ont été qualifiés de révolution. Donc, je conteste cette qualification. C'était quoi, une révolte? Pour moi, c'est des transitions démocratiques qui correspondent mieux à l'insurrection. Donc, la révolution est un mouvement plus profond et qui est idéologique. Donc, les printemps arabes sont équivalents à ce qu'on a connu sur le continent, les transitions démocratiques. Alors, il faut distinguer également de la mutinerie, etc. Donc, il y a tout un vocabulaire autour de coup d'État, mais par raccourci, on parle généralement de coup d'État. Il y a quelques mois, le président algérien Kais Saied s'est arrogé les pouvoirs et les Algériens ont parlé de coup d'État constitutionnel. Qu'est-ce qu'un coup d'État constitutionnel? Est-ce que c'est une exagération? Est-ce que le terme existe? Donc vous prenez le bon exemple. Disons, la dernière fois, j'ai défini le coup d'État constitutionnel comme une violation grave de la Constitution en vue de prendre le pouvoir
j'avais oublié un élément, ou de se maintenir au pouvoir. Alors la différence avec le coup d'État, c'est quoi? C'est que le coup d'État constitutionnel est une action intellectuelle. Le coup d'État constitutionnel n'est pas physique. Donc, le coup d'État constitutionnel également, c'est une action menée, à la différence du coup d'État, par des autorités qui sont parfois légitimes. Donc, président de la République, juge constitutionnel, organe électoral, etc. Donc, le coup d'État républicain ou constitutionnel, vous avez donné un exemple, on peut donner d'autres exemples. Je vous avais pris le cas du Togo, n'est-ce pas, en 2005. Oui. Ouais, donc ça, c'est un exemple de coup d'État constitutionnel. Alors, il y a une autre variété, mais je crois qui est propre au Cameroun. Dans les années 70, je crois que vous vous souvenez, puisque ça concerne un prélat qui était évêque en Konsamba, Monseigneur Dormo, qui a été condamné en même temps que Wambo le Courant pour coup d'État spirituel. Donc, on estimait qu'ils avaient préparé un coup d'État contre le président Amadou Ahidjo. Et la particularité de ce coup d'État, c'est qu'on estimait que c'était des anges qui devaient agir et qu'ils s'étaient formés à un mouvement que l'on appelait le mouvement de la Sainte Croix, un groupe de prière. Et ils ont été condamnés pour coup d'État spirituel. Donc, Monseigneur Dormo a dû la vie sauve par une intervention du pape Jean-Paul II, me semble. Professeur Ngango, dans la majorité des cas, en tout cas en ce qui concerne les coups d'État en Afrique, il y a eu le motif de changement de constitution vient de changement de constitution, de l'illimitation des mandats revient régulièrement. Et comment est-ce que le droit constitutionnel appréhende la question de limitation des mandats ou de l'illimitation des mandats? Comment est-ce que vous l'envisagez? Oui, je dois commencer par dire, pour lever tout équivoque, que le coup d'État est condamné par le droit constitutionnel. Sœur Jean Dubois de Gaudisson, constitutionnalisme sans esprit constitutionnel n'est que ruine du constitutionnalisme. Bon, peut-être j'ai écrété la formule. Oui. Alors, en tant que constitutionnel, on doit porter des valeurs. On ne va pas défendre le coup d'État en tant que constitutionnel, d'autant plus que le coup d'État est clairement condamné par des actes quasi conventionnels adoptés au niveau continental. Donc, sous le Commonwealth, on a la déclaration d'Arrée en 1997, la déclaration d'Alger, et avec l'avènement de l'Union africaine, on a, je crois, l'article 30 de l'acte constitutif qui exclut des activités de l'Union africaine un gouvernement qui serait arrivé par le coup d'État. Et on a enfin la CADEC, la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, adoptée en 2007, qui condamne très clairement les changements anticonstitutionnels du gouvernement. Au niveau des constitutions également des États, le coup d'État est sévèrement condamné, considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et contre l'État. Je vais vous faire remarquer que la constitution qui vient d'être, disons, elle n'a pas été publiée, la constitution qui est en train d'être préparée par la junte malienne, même si elle n'affectionne pas trop le thème junte, condamne le coup d'État, paradoxalement. Oui. C'est pas en aménageant une armistice pour le coup d'État dont ils ont été l'auteur. Donc, il y a, du point de vue droit constitutionnel, une condamnation du coup d'État, une prohibition, et également, il y a un investissement des organes constitutionnels et des citoyens dans certaines constitutions. Ils sont habilités à pouvoir faire échec au coup d'État. Par exemple, la constitution tchadienne du 4 mai 2018, qui n'a malheureusement pas eu une belle fortune, estimait que tout citoyen, n'est-ce pas, doit s'organiser pour faire échec au coup d'État. N'est-ce pas? Donc, au Bénin également, je crois, à l'article 66, on dit, en cas de coup d'État, le citoyen, n'est-ce pas, doit résister. C'est le plus sacré de droit et le plus impératif de devoir.
Je crois qu'on reprend une vieille formule française. Donc, du point de vue du droit constitutionnel, c'est clair. Le coup d'État est condamné. On doit prendre le pouvoir par la voie des élections. Bon, maintenant, vous avez posé la question des causes. Est-ce qu'on peut dire que c'est les changements de constitution? anticonstitutionnels? C'est une cause, mais pas la seule cause. Donc, c'est une cause si je prends le cas du Niger. En 2009, le président Mamadou Tandja s'est obstiné malgré 3 décisions et avis de la Cour constitutionnelle. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé la Cour constitutionnelle et il y a eu coup d'État. Je peux classer également le coup d'État de Guinée dans cette catégorie. Puisqu'en 2015, en Guinée, le président de la Cour constitutionnelle, M. Kéléfa Sall, de regretter mémoire, qui est un homme tout à fait respectable, lors du discours d'investiture du président de la République, avait pris le soin de dire au président de ne pas céder aux sirènes révisionnistes. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Une procédure disciplinaire décousue, un peu comme celle qu'il y a eu en Centrafrique, récemment à propos de Madame la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Dalan, oui, que je salue au passage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kéléfa Sall, procédure disciplinaire, il a été mis à côté. Donc il a été renvoyé de la Cour constitutionnelle. Mais vous voyez, les effets se manifestent longtemps après. Je crois en 2021, le président Alpha Condé est renversé. Donc c'est l'une des causes, mais ce n'est pas la seule cause. Il y a beaucoup d'autres causes. Donc le coup d'État est un acte de régulation de l'ordre politique. Donc quand je le dis, je ne légitime pas, je fais une analyse réaliste, une analyse froide. Alors, je peux vous prendre des exemples. Le coup d'État peut intervenir dans le cas d'un enjeu pour la conquête du pouvoir. Ça peut être un enjeu de nature ethnique. Donc, vous ne pouvez pas comprendre le coup d'État intervenu au Nigeria, n'est-ce pas, dans les années 93, sans prendre en compte la composante ethnique. Qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Il est gouverné par Babangida. Le président Babangida, n'est-ce pas, qui est pressé par la rue, organiser les élections. Je rappelle qu'il est Haoussa, du nord du Nigeria. Alors le président Babangida cède aux pressions de la rue, les élections sont organisées, et est élu Moncho Abiola, qui est un Yoruba du sud-ouest du Nigeria. Alors, la haute cour, je crois d'Abuja, va donner ordre de ne pas publier les résultats. Entre-temps, il y a un président intérimaire qui est désigné, qui s'appelle Ernest Onekan, qui sera renversé par Sani Abacha, qui est lui-même du Nord, qui est Haoussa du Nord. Parce qu'on estimait qu'un Yoruba ne pouvait pas prendre le pouvoir. Donc, c'est à la mort de Sani Abacha en 1998 que Olusegun Obasanjo, le général, prendra le pouvoir. Donc, je prends rapidement un autre exemple. Nous sommes au Burundi. Donc, depuis l'indépendance du Burundi, je rappelle que le Burundi a eu, avant la République, une monarchie. Donc, depuis l'époque monarchique, autant pour moi, le roi Tchare V, qui avait pris le pouvoir en renversant son père, était Tutsi. Donc, le pouvoir était un privilège de la minorité Tutsi. Donc, après, il a été renversé par Mikomboro, qui lui-même était Tutsi, Boganda, et ensuite, le major Pierre Buyoya. Alors, on entre dans l'ère démocratique, les élections sont organisées en 1993. Et ce sont les élections les plus libres, les plus transparentes. Pour la première fois dans l'histoire du Burundi, un Hutu est élu, Melchior Dadaï. Alors, la minorité Tutsi n'est pas très commode avec cette victoire. Il est assassiné par le major Pierre Buyoya, ce qui va plonger le Burundi dans une crise meurtrière et qui va se démêler au courant des années 2003. Et c'est à ce moment qu'on va voir des Hutus arriver au pouvoir. Aujourd'hui, il est interdit au Rwanda, au Burundi, de parler d'opposition Hutu-Tutsi, mais c'est juste pour exemplifier.
encore sur la limitation des mandats. Ouais. Sur la limitation des mandats, est-ce que certains considèrent que c'est le critère même de la transition politique et qui fonde même la démocratie? Est-ce que en droit constitutionnel, est-ce que ça a du sens? La limitation des mandats, je dirais que ça ne fonde pas la démocratie, c'est pas le fondement. La démocratie, on connaît la définition la plus simple. Abraham Lincoln, pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, je rappelle qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de limitation de mandat. Elle est apparue très tard, très tardivement. Alors, en Afrique, la limitation du mandat a une signification particulière. Parce qu'on avait constaté une tendance pour les présidents à s'éterniser au pouvoir. Ce pas des présidents à vie. En France même, je crois, la limitation de mandat, elle est récente. Elle est récente. Et je crois que la France s'est inspirée du continent africain, n'est-ce pas, sur ce point. Donc elle est récente, parce qu'en France, il y avait une régulation naturelle. Mais en Afrique, c'est cette tendance qui fait que dans les années 90, on a inscrit dans certains pays cette disposition parmi des dispositions intangibles. Parce que c'est lié au constitutionnalisme africain. Donc, dans les années 2000, on a constaté que certains pays ont levé cette clause de limitation de mandat, n'est-ce pas? Et d'autres ont renforcé, en ajoutant une disposition, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Alors, il y a un débat en droit constitutionnel sur la portée de cette disposition. Donc, même en l'inscrivant parmi les dispositions intangibles, il y a certains constitutionnalistes, notamment le doyen Georges Vedel, qui a estimé que, même en inscrivant certaines dispositions, y compris la clause limitative de mandat, parmi les dispositions non revisables, on pouvait reviser en procédant en 2 temps. Donc, on pouvait reviser ces dispositions et, n'est-ce pas, procéder à la révision voulue. Donc, le professeur Otto Fessmann estime que pour véritablement protéger la Constitution, il faudrait la théorie de l'autoréférentialité. Donc, dit également qu'on ne peut pas reviser les dispositions relatives à la révision. Donc, c'est très discuté en droit constitutionnel. Donc, en résumé, je dirais, la limitation de mandat n'est pas le critère essentiel de la démocratie. Donc, ça a été institué en Afrique pour répondre au contexte particulier du continent africain. Est-ce que la Constitution est le produit du peuple ou alors la Constitution est le produit de l'ordre gouvernant? Oui. Donc moi, je pense que le coup d'État, même s'il a des implications constitutionnelles, n'est pas d'abord une question constitutionnelle. Il y a des coups d'État qui sont liés à une question constitutionnelle. Le coup d'État en Côte d'Ivoire est lié à l'article 38 du Code électoral sur l'ivoirité. Donc c'est vraiment une question constitutionnelle. Donc, mais il ne faudrait pas que l'on reste figé. Il est vrai qu'en droit constitutionnel, il y a des procédés démocratiques d'élaboration de la Constitution et des procédés non démocratiques. Mais je ne crois pas que le coup d'État soit lié de façon ténue, c'est pas à une question technique que la question constitutionnelle. Donc, si je prends les mouvements qu'il y a eu dans les pays arabes, le coup d'État est parfois lié à la question du pain. Je crois le slogan lancé en Égypte, c'était pain, égalité et liberté. N'est-ce pas? Dans d'autres cas, le coup d'État peut résulter d'un coup d'État. Si je prends le coup d'État de Mauritanie de 2008, ces 2 généraux qui avaient été remerciés de l'armée et remplacés par 2 colonels. Donc ils font le coup d'État, n'est-ce pas, et se rétablissent comme chef d'état-major. Donc vous voyez, c'est un coup d'État très personnel, ou encore celui du président Yahya Jammeh en 1994. Le pays était prospère, il n'y avait pas de problème apparent, donc ça arrive comme ça. Et cette catégorie, je la qualifie de drôle de coup d'État. C'est-à-dire, c'est un caprice d'un individu qui prend les choses. Donc, il y a une multitude d'explications au coup d'État et on ne pourrait pas lier de façon tenue à la question constitutionnelle.
Est-ce qu'un constitutionnaliste doit parler de coup d'État? Oui, Et s'il en parle, comment? Est-ce qu'il a une orientation particulière? Bien, la question que vous me posez a été très discutée sur la Troisième République en France. Il y a des auteurs comme Carré de Malbert qui estimaient qu'il n'y a pas de place dans le droit constitutionnel pour un chapitre consacré à la théorie du coup d'État, puisque le coup d'État entraîne le renversement des principes et des règles. Alors le constitutionnaliste, analysant les principes, il n'y a plus de principes, il n'y a plus d'objets. Alors d'autres auteurs, parmi lesquels Adema Ashman, estimaient qu'on pouvait s'intéresser aux effets, n'est-ce pas, du coup d'État sur l'ordre juridique. Maurice Oriot, également, estimait qu'on peut étudier la nature des actes, n'est-ce pas, qui sont produits à partir d'un coup d'État. Et Marcel Prélot a étudié d'ailleurs les coups d'État dans son manuel, a mis les mots de Ségon, de création de l'État et de changement de constitution. Je pense pour ma part que le constitutionnaliste africain doit s'intéresser à la question du coup d'État. Donc le coup d'État constitutionnable. Donc c'est un article, c'est une notion que j'ai forgée dans un article. Et je signale que j'ai publié, n'est-ce pas, ça va sortir dans le prochain numéro de la revue française de droit constitutionnel avec le docteur Mbala Cissé, chronique de 32 ans de coup d'État en Afrique, suivi d'un autre article qui sortira également au prochain numéro de la RDP, coup d'État et droit constitutionnel, brève réflexion théorique. Bon, ça montre que le constitutionnalisme peut s'intéresser au coup d'État. Donc, les raisons, tout à l'heure, j'ai dit, les coups d'État font l'objet d'une constitutionnalisation que je qualifierais de négatif. Donc, constitutionnalisation, prohibition. À partir du moment où c'est constitutionnalisé, on peut en parler en restant positiviste, normativiste. De même, on peut en parler également parce que, comme le dit Jacques Hummel, en face d'un coup d'État, le droit cède la place aux faits qui donnent naissance à un droit nouveau. N'est-ce pas que on appelle la paraconstitutionnalité. Donc la paraconstitutionnalité, c'est quoi? C'est des actes matériellement constitutionnels, mais qui ne découlent pas des sources formelles de la Constitution telles qu'on les connaît. Ces sources, c'est quoi? C'est la Constitution elle-même, la jurisprudence constitutionnelle, les conventions de la Constitution, la coutume. Donc, en cas de coup d'État, on a des actes paraconstitutionnels. Par exemple, la démission du président de la République, qu'elle soit voulue ou contrainte, est un acte paraconstitutionnel. Ça a des effets. Par exemple, les prononciamentos, c'est l'acte par lequel les putschistes annoncent la dissolution des institutions. C'est un acte paraconstitutionnel qui produit des effets. On peut citer encore les feuilles de route. Et même la jurisprudence constitutionnelle a pris acte. Je renvoie à des décisions rendues par la Haute Cour constitutionnelle malgache en 2009. Ces décisions prennent acte du coup d'État. Alors pourquoi le constitutionnalisme ne devrait pas commenter ces décisions, ou encore les décisions de la Cour constitutionnelle du Mali, n'est-ce pas, qui valide le coup d'État? Donc je pense qu'on peut en parler et le phénomène est devenu assez récurrent, assez permanent. Est-ce qu'il existe des coups d'État légitimes? Bon, quand on regarde la réaction du peuple face au coup d'État du président Manitou Mani Touré, pour rentrer un peu dans l'histoire, en 91, c'est un coup d'État qui a été acclamé. Oui. Le président qui renversait le président Moussa Traoré, qui avait fait 23 ans au pouvoir. Oui. On se dit, si il n'y avait pas ce coup d'État, le pays devait plonger, n'est-ce pas, dans la terreur. Quand on regarde également les coups d'État qui se passent actuellement en Afrique de l'Ouest, on a l'impression que ces coups d'État sont suivis de liesse. N'est-ce pas? C'est qui pose évidemment le problème. Mais en tant que constitutionnaliste, pour rien au monde, on ne devrait valider un coup d'État. C'est vrai qu'en droit français, il y a une notion qui s'appelle la résistance à l'oppression, n'est-ce pas, qui peut, n'est-ce pas, donner des idées
Mais je pense que cette notion doit être comprise comme la désobéissance civile. Résister à l'oppression ne suffit pas faire un coup d'État. Donc si vous avez un gouvernement qui est autocratique, qui est meurtrier, qui est tyran, n'est-ce pas, à ce moment, vous pouvez résister à l'oppression. Ça passe par des actions non violentes, n'est-ce pas? Professeur, comment est-ce qu'on peut comprendre la recrudescence des coups d'État en Afrique? Alors, pour comprendre la recrudescence des coups d'État, je dirais c'est le faible niveau d'institutionnalisation politique. L'État en Afrique est encore faible, n'est-ce pas? Donc, on a plus confiance à l'ennemi, on a plus confiance aux partisans, et il n'y a pas assez de respect de la loi, de respect de l'État. Donc, je crois que le coup d'État a plusieurs causes, mais un dirigeant qui est habile, qui essaie de ménager les différences identitaires, qui prend en compte les réclamations de l'armée, est naturellement à l'abri des coups d'État. Même s'il y a coup d'État dans ces circonstances, il est désavoué. Nous, qui ne sommes pas constitutionnalistes, regardons parfois nos constitutions et on se rend compte que ces constitutions sont parfois le reflet d'autres constitutions étrangères, la constitution française, nos pays francophones par exemple. Est-ce que cette étrangeté n'explique pas que le droit qui s'exerce sur nous ne soit pas le droit que nous reconnaissons culturellement et anthropologiquement, et peut expliquer que nous soyons en désaccord avec l'ordre juridique ambiant? Bon, j'ai rejeté cet argument dans des travaux, parce que c'est un argument que je qualifie d'argument haino-constitutionnel, et c'est un prétexte. Moi, je pense et j'assume que le droit français est un legs magnifique pour nos peuples. Et le doyen Miki Nguessevi disait d'ailleurs que la Révolution française est pour le droit public, c'est que le droit romain était pour le droit privé. Les principes comme la République, la nation à la française, le service public sont des principes magnifiques qui doivent être redécouverts et appliqués, contextualisés. Mais ce qui se passe, c'est l'instrumentalisation qui est faite de ces principes qui est, n'est-ce pas, en cause. Donc moi, je pense que ce n'est pas en bâtissant un droit original dont le président Mobutu avait essayé. Je crois la Constitution, je ne sais plus trop si c'est 74 ou 77. Il avait essayé de bâtir un État sur le modèle de la chefferie. En quête d'identité, mais on a vu, après que c'était une volonté de légitimer l'autocratie. Donc moi, je pense qu'il faut puiser dans l'héritage constitutionnel français, allemand, occidental, parce qu'ils ont beaucoup d'années d'expérience, près de 200 ans, et adapter à nos situations. Par exemple, la nation à la française, j'évoquais tout à l'heure. La nation à la française qui s'oppose à la conception allemande. Parce qu'en France, on estime que la nation est un vouloir vivre collectif, est une communauté de rêve qui transcende les différences, qui transcende les diversités culturelles, linguistiques, religieuses. Mais regardez le Soudan. Des millions de morts. Opposition entre le Soudan du Nord, le Soudan du Sud, c'est des millions de morts. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas de la même religion, on ne parle pas la même langue. Donc il faut redécouvrir la notion, la conception française de la nation, par exemple. La République, res publica, la chose publique, qui est différente de la chose privée. Vous voyez, ce n'est pas la République française qui est en cause, c'est notre pratique de la République en Afrique qui est en cause. Bon, on peut vous rétorquer que et nous alors? Vous qui? Et nous, c'est-à-dire que et notre culture, et nos manières d'être, nos manières de faire. J'ai démontré. Quand est-ce qu'on peut les retrouver? Quand est-ce qu'on
on les retrouve dans... Parce que quel que soit les cas, nous avons réussi à créer un espace public dans lequel nous existons. Oui. Quand est-ce que nos valeurs culturelles se retrouvent dans cet espace public-là? Oui. J'ai démontré dans un article que les valeurs africaines étaient déjà suffisamment intégrées dans nos textes constitutionnels et qu'il appartenait aux juges constitutionnels par des équilibres de les concilier avec les valeurs occidentales. Et j'ai cité par exemple le Kwanakwa, qui est consacré dans la constitution centrafricaine. N'est-ce pas? J'ai cité également le Fanaï Malagasy, qui sont des principes, n'est-ce pas, puisés à la richesse culturelle du peuple malgache. Donc il y a dans nos textes constitutionnels, si vous ouvrez la Constitution du Sénégal, vous y voyez l'inspiration de la charte du Mandé, la charte de Kouroukan Fouga, notamment les dispositions qui concernent la famille, qui concernent la jeune fille, les vieillards et tout. Oui. Donc je pense que dans certaines constitutions, pas toutes, ces principes qui sont le produit de nos valeurs culturelles sont déjà consacrés. Il appartient maintenant aux juges constitutionnels, par ces interprétations, à donner le sens de la famille qui est convenable à nos sociétés, le sens de la politique qui est convenable à nos sociétés. Est-ce qu'il existe des coups d'État salvateurs tout de même? Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Oui. Disons, les coups d'État sont considérés, même par la communauté internationale, comme salvateurs. Mais moi, en tant que constitutionnaliste, j'ai une gêne à parler de coups d'État salvateurs. Comment sortir du spectre des coups d'État en Afrique, surtout? Comment sortir du spectre des coups d'État? Donc j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure. Hein. Dans les coups d'État, on peut les systématiser en plusieurs cycles. Dans le premier cycle, qui va des indépendants en 80, était marqué par l'intervention quand même des puissances étrangères. Ouais, dans le premier cycle, il y avait des mercenaires comme Bob Denard, comme Jean Chakram, qui ont été condamnés en France, n'est-ce pas, pour des coups d'État menés en Afrique. Mais avec l'ouverture démocratique, je crois que les Africains portent la responsabilité de la plupart des coups d'État. Donc, déjà, les Africains doivent développer la culture constitutionnelle. Maurice Duverger disait qu'il faut, et c'est l'objet du droit constitutionnel. Et c'est pour cela que je suis très gêné de savoir que le professeur Ivor est en prison, puisque toute sa vie, il étudiait le droit constitutionnel, et le droit constitutionnel étudie les manières dont le pouvoir s'acquiert, s'exerce et se transmet. Et on insiste généralement sur les modes démocratiques. Donc Maurice Duverger disait qu'il faut substituer la discussion à la bataille, le scrutin au muscle, le dialogue, n'est-ce pas, au passe d'armes. Il faudrait que les Africains arrivent à cela. Il faut se tolérer les identités, discuter et mettre, n'est-ce pas, au cœur de la société politique le consensus. Donc la violence, n'est-ce pas, n'a pas lieu d'être dans l'univers politique. Est-ce que la violence n'est pas la source du pouvoir? Non, la violence n'est pas la source du pouvoir, sauf si vous prenez sur l'angle philosophique. C'est vrai que la Révolution française a été très violente. Très violente. Très Et violente. elle a mis en place une constitution, c'est elle qui a mis en place l'ordre républicain et démocratique français. Oui, bon, disons que la Révolution française, la violence dans ce cas est validée a posteriori. Donc c'est au vu de l'effet produit plus tard, n'est-ce pas? Déjà, bon, la France était monarchique. Oui. Donc on a entendu renverser l'ordre monarchique et le pouvoir se transmettait de façon héréditaire. Donc il était normal que l'on passe de cet ordre avachi à l'ordre démocratique. Professeur, comme juriste, est-ce que ça ne vous inquiète pas l'étrangérité au droit des citoyens au quotidien? Je vous prends un exemple pour bien illustrer ça. C'est que dans nos villages, quand vous portez plainte à quelqu'un dans un commissariat, on estime au village que vous avez amené votre frère chez l'étranger.
parce que les problèmes doivent être résolus chez le chef du village, chez le chef de quartier. Est-ce que comment le droit, je le dis, c'est vrai qu'on est en droit constitutionnel, je le dis parce que ce qui fonde nos lois, puisque les lois sont constitutionnelles, sont reconnues par la Constitution. Oui. Donc je le dis pour montrer que en Afrique, quelquefois, on se sent étranger, on se sent distant par rapport aux règles juridiques. Oui. Comment est-ce que le droit envisage de résoudre ce problème? Oui, vous avez raison, et je le disais dans une contribution, la gloire de l'Africain, c'est de pouvoir dire « je n'ai jamais été au commissariat ». Disons, je reprends les thèmes du juge Kebambay. Oui. Quand un Africain peut au soir de sa vie dire « je n'ai jamais été au commissariat », bon, ça veut dire qu'il est un peu étranger au droit d'inspiration occidentale. Donc moi, je pense que la solution serait l'intégration, mais à des doses raisonnables des valeurs africaines dans nos tests, et que les juges puissent prendre conscience de leur rôle, n'est-ce pas, dans l'interprétation des constitutions. Il appartient aux juges, puisqu'une disposition, lorsqu'on parle du droit au mariage, le juge peut mettre dans le droit au mariage ce qu'il veut, il peut faire correspondre à nos conceptions, et peut-être reconnaître la polygamie. Moi, je ne suis pas particulièrement pour la polygamie, j'ai mes convictions, n'est-ce pas? Oui. Mais il peut reconnaître, n'est-ce pas, parce que ça correspond à nos sociétés. Vous voyez? Oui. Donc c'est un devoir qui pèse sur les épaules des juges, puisque les tests sont plastiques. Il y a d'ailleurs une théorie en France, la théorie réaliste de l'interprétation, qui estime que la Constitution n'a pas de signification avant celle que lui attribue le juge. Donc je pense que c'est ce travail qui va permettre de réconcilier notre droit avec nos valeurs. Finalement, on a l'impression que c'est un coup d'État quand les Occidentaux veulent, ce n'est pas un coup d'État quand ils veulent aussi. Disons, il y a des intérêts géopolitiques en jeu. Donc ils ont pris acte. Disons, je ne sais pas, je n'étais pas sur le terrain, mais ça se voit quand même que l'Occident a pris acte. Parce qu'il y a des intérêts géopolitiques, je ne vais pas entrer dans ce domaine, mais le Tchad fait la liaison quand même entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Le Tchad est déterminant dans les opérations que mène l'armée française, opération Serval, opération Bascoda et tout. Et donc, ils ont estimé qu'il fallait, n'est-ce pas, veiller sur l'alternance qui est en train de se faire au Tchad. Mais, oui, comment? Est-ce que ça ne pollue pas le droit? Je n'ai pas des éléments qui me permettent de dire que c'est l'Occident qui aurait... Prof, est-ce que ces attitudes variées, à géométrie variable, ne polluent pas le droit? Bon, les politologues qui nous charrient ont l'habitude de dire que le droit est la codification des rapports de force. Donc moi, je ne crois pas à la neutralité axiologique du droit, n'est-ce pas? Mais il faut que les Africains soient en face de leurs responsabilités. Il y a des pays qui n'ont jamais connu les coups d'État. Le Sénégal. Donc le Cameroun en a très peu connu. Donc je pense que c'est la responsabilité des opérateurs politiques, des acteurs, il faut être des habiles acteurs politiques. Et le peuple également doit avoir la conscience citoyenne. Vous avez vu le coup d'État, bon, c'était un coup d'État pendant la transition au Burkina, je crois, de Diendéré qui a fait un coup d'État. Oui. Vous avez vu comme il a été rejeté, ce coup d'État. Donc moi je crois que quand un peuple est élevé, n'est-ce pas, il peut rejeter des prises de pouvoir par la force. Parce que vous ne pouvez rien faire sans le peuple. Donc que vous soyez élu, vous avez besoin de construire votre légitimité. C'est la légitimité qui vient des élections, pour moi, à deux paliers. D'abord le résultat électoral, mais la façon de gouverner. De même, pour qu'un coup d'État puisse passer, il faudrait qu'il soit accepté par le peuple. Et donc, le peuple a son rôle à jouer également dans la protection de l'ordre constitutionnel. Prof, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place des constitutions dans lesquelles le peuple se reconnaît? Quelle est la démarche de mise en place d'une constitution? Est-ce que le droit constitutionnel s'intéresse à la démarche? Oui, bon, c'est
sur cet élément que travaille la commission Venise du Conseil de l'Europe, disons, il faut associer le peuple. N'est-ce pas? Il existe plusieurs techniques aujourd'hui. Par exemple, le référendum d'initiative citoyen, qui permet, n'est-ce pas, au peuple, à une portion du peuple, puisque le peuple est un corps politique immatériel, donc une portion du peuple d'initier une révision constitutionnelle. Je crois que ça existe au Kenya, je crois aussi en RDC, au Burkina. Donc voilà, impliquer le peuple également dans le processus de discussion. En Europe, dans certains pays, pour adopter une constitution, on l'envoie sur les réseaux sociaux, on recueille des avis, n'est-ce pas? Fabriquer des constitutions de façon consensuelle. Et le peuple doit également doit intervenir au niveau de l'adoption. Il y a deux techniques. Il y a l'adoption institutionnelle qui se fait par le Parlement. Oui. Donc, au Tchad, le Tchad est pour moi un modèle, disons, sous la constitution du 4 mars, de 96, autant pour moi. Cette constitution prévoyait que pour les révisions techniques, c'est le Parlement qui adopte, mais pour des révisions de forte portée politique, c'est obligatoirement le référendum. Donc je crois qu'on peut impliquer davantage le peuple dans le processus de fabrication constitutionnelle. Ça me permet de dire qu'au Tchad, la transition qui avait bien commencé, je me pose la question parce que il semble que la Constitution a été rédigée par des officines. On ne sait pas qui a rédigé. N'est-ce pas? Même chose au Mali. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le texte de 2023. Donc, il y a un constitutionnaliste occidental dont j'ai tais le nom. Il me posait la question de savoir est-ce que j'ai le nom des experts. On a des constitutions qui sont fabriquées sans constitutionnalistes. Mon ami Mbala Sissi est en train d'écrire un article là-dessus. Donc, non seulement les constitutions sont faites sans le peuple, elles ne sont pas faites par des constitutionnalistes. Est-ce que ce ne serait pas finalement des constitutions militaires? Peut-être que ça présage un autre coup d'État. Peut-être. Je ne suis pas devin, je ne lis pas dans des bouts de cristal, mais oui, on peut le penser. Quand vous lisez cette constitution, c'est comme si elle était prise en stratosphère. Elle n'évoque en rien le contexte politique. Elle institue un régime politique bâtard. Et vraiment, elle ne fait même pas référence au rôle de l'armée, rien du tout. Donc vraiment, je me pose des questions sur la constitution qui voudrait être adoptée au Mali. Dans le test du Tchad, je ne sais pas s'il est existant, bon, c'est dans les coulisses. J'ai appris qu'un comité a été mis en place, sans experts. Comité constitué de quelques personnes. Est-ce que ce ne serait pas pour valider une constitution fabriquée dans des officines? Moi, je ne pense pas que c'est la meilleure méthode. Puisque la légitimité dépend également du texte constitutionnel. Quand une constitution est bien rédigée, elle suscite l'adhésion du peuple. La protection du peuple. On veut protéger ce qui est beau. Mais si elle n'est pas bien rédigée, c'est une cause de conflit. Le peuple peut s'agripper sur une disposition pour estimer que cette constitution ne traduit pas nos desiderata. Prof, est-ce qu'il ne faut pas un ordre international qui serait peut-être supraconstitutionnel et qui garantirait la démocratie sur le plan international dans tous les pays? Est-ce que l'ONU en a la capacité? Est-ce qu'on étudie les principes de la démocratie? Oui. Les principes de la démocratie, ces principes sont au-dessus des dimensions culturelles et anthropologiques. Déjà, au niveau africain, ce n'est pas mal. J'ai cité un ensemble de tests tout à l'heure. C'est pas la CADEC, les protocoles de la CEDEAO. Ils se constituent désormais un droit constitutionnel africain. Donc, certains ont parlé de Cour constitutionnelle africaine, mais je ne crois pas que ce soit un projet heureux. La Cour africaine, n'est-ce pas, des droits de l'homme, est désormais assez contestée. Donc, vous voyez, beaucoup d'États se retirent du mécanisme qui permet aux individus de saisir. C'est le cas du Rwanda et du Bénin. N'est-ce pas? Donc, je ne pense pas que les Africains soient prêts à appliquer ou alors à mettre en place une cour constitutionnelle africaine. Les principes qui existent sont déjà assez bien. C'est-à-dire un ensemble de standards qui s'imposent aux États,
qui s'imposent aux juridictions constitutionnelles. Il appartient aux juridictions des États de faire référence à ces principes, et ça a déjà commencé dans beaucoup de pays. Merci infiniment, professeur. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cet entretien sur les coups d'État et le droit constitutionnel. Je remercie pour vous le professeur Eric Ngango-Yumbi qui nous a accompagnés pendant cette heure d'échange. Merci professeur, merci d'être passé, d'avoir répondu favorablement aux questions de Africa TV. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt sur Africa TV.